Bonjour, à toutes et à tous. Donc je suis Olivia Guillon, enseignante-chercheuse, à l'université Sorbonne Paris Nord, ex-université, Paris 13, située à Villetaneuse, en région parisienne. Et je commencerai par, moi aussi, remercier, Alca et l'ensemble des partenaires qui ont, piloté ces études et organisé cette journée. Je souscris vraiment, totalement à l'idée, que c'est important, d'avoir des temps qui sont, je trouve finalement assez rares, d'échanges, pour l'ensemble de la filière, réunie. Bon, bien sûr, même si tous les acteurs ne sont pas réunis, mais des représentants de l'ensemble de la filière. Ça permet de décloisonner vraiment les problématiques et de se rendre compte, qu'il y a vraiment des choses transversales, qui gagnent à être, entendues, ensemble. Et justement, sans répéter, ce qui a très bien été dit, avant moi, au sujet du contexte de ces études, de l'évolution, du paysage, littéraire qui justifie aussi, qu'on les actualise, ces constats, ces états des lieux, et ces études. Je prendrai juste un petit exemple de cette transversalité, avec, la question, de l'écoresponsabilité qui a déjà été abordée, juste auparavant. Parce que je trouve que justement, c'est ce fait le fait qu'il y ait eu peu d'inscrits cet après-midi à cet atelier-là, qui finalement a pu être, rebasculé sur un autre atelier, je l'interpréterais peut-être d'une manière complémentaire, à ce qui a été fait tout à l'heure. C'est que je pense que, presque au contraire, on peut considérer que ça fait partie de l'urgence, de chacune des professions et qu'on peut le lire comme, au contraire, quelque chose de tellement transversal que finalement, il est difficile de le traiter, à part. C'est peut-être, optimiste, je ne sais pas comment le dire pour expliquer ce qui va se passer cet après-midi, mais je pense, enfin, à mon avis, en tout cas du point de vue, de ce qui a pu être entendu dans le cadre de l'étude auteur-autrice, c'est, complètement intégré, en fait, à la problématique, des auteurs et des autrices, et ça fait partie des solutions à certains des aspects qui préoccupent aujourd'hui, cette profession-là. Donc il y a pas une solution miracle, hein, bien entendu. Je pense que là, on aura l'occasion, et vous aurez l'occasion d'échanger là-dessus beaucoup. Voilà, je serais plutôt partisane de le prendre comme quelque chose de, tellement transversal qu'il faut le considérer dans chacune de nos problématiques. Donc je passerai un petit peu plus rapidement du coup sur la mise en contexte qui a déjà été expliquée. Je rajouterai juste que de mon point de vue d'économiste, il y a aussi des éléments de contexte plus globaux qui sont intéressants, à prendre en compte, notamment l'évolution du rapport au travail. Là, je parle plus spécifiquement évidemment pour l'étude auteur-autrice. Ça a peut-être été aussi, important dans les autres études, mais ça, c'est pas moi qui le qui le dirai aujourd'hui. En tout cas, dans le cas du travail des auteurs et des autrices, bien évidemment que les évolutions, de long terme et pas seulement en Nouvelle-Aquitaine, mais au niveau national et international, du rapport de nos économies au travail, qu'ils soient salariés ou indépendants, et je pense que c'est important de relever cette tension-là dans le cadre de cette étude, n'est pas sans lien avec ce que ressentent aujourd'hui les auteurs et les autrices dans leur travail et dans leur rapport aux autres, maillons, de la filière. Peut-être qu'on aura l'occasion d'aller plus en détail là-dessus, mais la question du rapport à l'indépendance du travail, la question du rapport à la protection sociale, au temps de travail, tout ça, c'est des choses qui peut-être peuvent être ressenties individuellement par chaque auteur ou chaque autrice, mais qui en réalité font écho, à des tendances aussi, plus lourdes, et donc peut-être plus difficiles à contrecarrer dans certains cas, qui en tout cas en économie, sont documentées et étudiées. Alors pour ce qui est de cette étude-là, auteur-autrice, donc les objectifs comme ça a été dit déjà, très bien avant moi, c'était de, comprendre, quel était le paysage, de cette activité-là, et des personnes qui l'animent, sur le territoire, de la Nouvelle-Aquitaine, en essayant de relever, et je trouve cette idée très pertinente, ce qu'il peut y avoir de territorial dans cette activité, qu'on peut parfois avoir l'impression, dont on peut parfois avoir l'impression qu'elle est un peu, immatérielle, qu'on peut être auteur, ou autrice, n'importe où de la même manière. En fait, c'est vraiment pas le cas du tout, et ça, c'est une bonne entrée en matière pour, illustrer le fait que, le travail lui-même, la création elle-même, sont dépendants des conditions socio-économiques, dans lesquelles, il s'exerce,
et en particulier, les conditions territoriales. Pas que bien sûr, mais ça a bien sûr, un effet. Et ça, dans le cadre de l'étude, ça s'est ressenti plus particulièrement dans le rapport aux aides publiques, qui sera peut-être moins abordé aujourd'hui, mais qui fait partie des constats intéressants, sur lesquels on aura l'occasion d'échanger au moment de peut-être la publication des rapports, globaux. Cette enquête s'est déroulée en 2 temps, d'abord, sous la forme d'un questionnaire en ligne qui comportait environ 70 questions, donc peut-être un petit peu long à à remplir, et je remercie une nouvelle fois, même si je l'ai déjà fait, mais toutes les personnes qui ont participé aux 2 phases de l'enquête, parce que, c'était vraiment une bonne, démonstration de leur engagement sur ces questions-là. Donc une enquête en ligne qui a eu lieu en février-mars, à laquelle, plus de 400 personnes ont répondu, c'est-à-dire, après retraitement des réponses, environ un tiers de ce qui est estimé comme la population globale des auteurs et des autrices qui résident en Nouvelle-Aquitaine. Donc les conditions de prise en compte de cette étude, en fait, étaient elles-mêmes déjà un petit peu restrictives, hein. Il s'agissait d'avoir publié à compte d'éditeur depuis moins de 10 ans et de résider, en Nouvelle-Aquitaine. Heu, Là encore, on pourrait, échanger sur ce sujet-là, mais cette population en elle-même crée déjà un certain, point de vue, un certain biais, comme on dit en économie, en économétrie, sur les personnes qui ont répondu et qui ont été entendues. Mais c'est une belle participation, et c'est un beau taux de participation qui nous permet d'avoir, un état des lieux assez représentatif de la population telle qu'elle est, aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine. Et puis cette étude a été complétée par des entretiens individuels auprès d'une quarantaine d'auteurs et d'autrices, heu dans la mesure du possible, représentant, un assez large éventail de métiers, parmi, les métiers d'auteur et d'autrice, et de situations, de profils et d'ancienneté, de façon à avoir, évidemment, des échos et des retours, les plus divers possibles. Alors quelques constats ici, donc je vous présenterai aujourd'hui, surtout des éléments, chiffrés ou factuels, mais en ayant en tête qu'en fait, très souvent, leur interprétation est très enrichie par, les résultats qualitatifs. C'est-à-dire que, pour moi, les 2 phases de l'enquête, elles sont vraiment, elles ont été pensées ensemble, conçues ensemble, et elles se complètent très bien, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont que des chiffres ou des données, mais qui sont, bien plus que ça quand on comprend, comment ça se répercute, ou au contraire, comment ça résulte, de la perception et de l'activité des auteurs et des autrices. Alors là, bon, quelques données sociodémographiques, la proportion de femmes et d'hommes qui est inversée pour les entretiens, individuels. Là, je vous présente les résultats de l'enquête en ligne. La proportion de femmes et d'hommes est inversée pour les entretiens individuels. C'est un peu le hasard si ça a été inversé. C'est juste qu'on peut pas toujours, avoir tous les critères dans le cadre d'une enquête qualitative, aussi représentative qu'une enquête en ligne. Et puis sur la répartition, géographique, en tout cas des résidences déclarées par les auteurs et les autrices dans l'enquête en ligne, on voit qu'on a une assez bonne répartition sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine, avec évidemment des regroupements un peu plus importants autour de certains pôles urbains et littéraires. Ce qui est intéressant de relever ici, c'est que, ça se voit pas dans la carte, mais en fait, quand on lit et quand on écoute, les auteurs et les autrices, la géographie, importe, et ils ne vont pas parler de la même manière de leur métier, de leur activité et de leur rapport aux aides publiques, selon, alors c'est pas seulement selon leur code postal, c'est un peu plus subtil que ça, mais quand même, le fait d'être, en milieu rural ou pas, dans un environnement dans lequel il y a beaucoup, de librairies, de bibliothèques, médiathèques et de manifestations littéraires ou pas. D'ailleurs, parfois, ça peut être l'un ou l'autre, de ces 3 types d'intervenants et d'interlocuteurs. Tout ça, et puis le fait de partager aussi le territoire avec d'autres auteurs et autrices et de les rencontrer physiquement ou pas souvent. Tout ça joue ensuite dans le discours qui est tenu, les difficultés exprimées, les besoins ressentis, et cetera. Donc c'est intéressant d'avoir cette carte en tête, même si, en elle-même, évidemment, elle véhicule pas non plus, tout ce qui peut, être dit sur l'animation du territoire.
Du point de vue de ce qui ressort sur l'activité d'auteur et d'autrice et les types d'activités exercées. Donc là, on a 2 types de données. À gauche, j'ai la question de la pluriactivité, c'est-à-dire, savoir si les auteurs et les autrices interrogés dans le cadre de cette étude exercent ou pas une autre activité, qu'elle soit salariée ou pas, qu'elle soit dans le domaine littéraire ou culturel ou pas. Il y a évidemment presque toutes les situations qui existent. Mais c'est pour vous donner une idée un peu des proportions, parce que ça aussi, bien entendu, ça joue beaucoup. D'ailleurs, on va en avoir un petit aperçu après. Ça joue beaucoup sur la façon dont on exerce son métier d'auteur ou autrice. C'est parfois le résultat d'un choix, parfois non. Là encore, il y a énormément de choses très riches à comprendre à la lecture des entretiens qui ont été réalisés par la suite. En tout cas, pour ce qui est de la répartition, on voit que environ 47% des auteurs et des autrices interrogés n'exercent pas d'autres activités professionnelles. Là, je vais juste relever une petite précision, sinon ça pourrait sembler très important. Je précise que ça inclut des personnes qui sont déjà retraitées, soit d'une autre activité, soit de l'activité d'auteur-autrice et d'une autre activité. Mais donc, ça peut expliquer d'un point de vue économique que cette proportion semble quand même assez importante. À côté de ça, on a aussi, alors parmi les personnes qui exercent une autre activité en ce moment professionnelle, environ la moitié, donc environ un quart du coup de l'ensemble, exerce une profession qui est soit dans le domaine des professions libérales, intellectuelles ou artistiques, ou bien une activité de cadre ou d'employé de la fonction publique. Là, on a quelque chose de finalement très classique dans le domaine des professions artistiques et de création plus généralement, qui est qu'on va retrouver des professions qui, dans le champ des catégories socioprofessionnelles, sont finalement souvent assez proches de celles des auteurs et autrices. Voilà. Et puis, il y a aussi un quart d'auteurs et autrices qui exercent une autre activité professionnelle dans un champ complètement différent, kinésithérapeute, commerçant, voilà. Donc une autre partie que ceux qui sont dans la fonction publique ou dans les professions intellectuelles ou artistiques selon la classification de l'INSEE. Ça donne une lecture des conditions hein, socio-économiques dans lesquelles ce métier s'exerce. Du point de vue des métiers d'auteurs et d'autrices exercés, on voit qu'il y a une grosse majorité d'écrivains et écrivaines. Là, ce sont les personnes qui ont elles-mêmes coché les cases, hein, donc avec parfois d'ailleurs des commentaires sur la pertinence des catégories. Alors bien sûr, je, je l'admets, on peut toujours discuter hein, sur telle ou telle distinction entre dessinateur, illustrateur, écrivain, traducteur. Bon, voilà, j'en conviens. Après, ça permet quand même d'avoir une vision un peu plus nette de qui fait quoi dans ce métier très large que sont les auteurs et les autrices. Et ça permet de redire aussi que les auteurs et les autrices ne forment pas un corps complètement homogène, parce que justement, d'un métier d'auteur à l'autre, en fait, les conditions socio-économiques d'exercice de l'activité peuvent être très différentes. Là encore, malheureusement, je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller beaucoup dans le détail, en tout cas dès à présent dans le cadre de cette présentation, mais c'est très important à avoir en tête du point de vue des parcours professionnels, du point de vue des revenus et du point de vue des rapports aux aides publiques et aux autres maillons de la filière. C'est vraiment pas la même chose d'être uniquement écrivain ou d'être uniquement illustrateur ou illustratrice, ou bien d'être à la fois écrivain et traducteur. Voilà, c'est vraiment, ça dessine vraiment des perspectives différentes qui ensuite, bien sûr, sont à prendre en compte dans la façon dont, dont la filière s'organise et dont les aides publiques peuvent s'agencer avec ça. Ce constat de la distinction, alors le total fait plus que 100%, c'est tout à fait normal puisqu'il y a, c'est pas une erreur, hein, puisqu'il y a beaucoup de gens qui font plusieurs de ces métiers. Voilà. Et c'est ça, la pluriactivité au sein des métiers d'auteur et d'autrice, évidemment, fait aussi partie de l'équation et des vécus professionnels importants à prendre en compte.
C'est un peu le même, c'est un peu la même chose, enfin le même en tout cas le même discours que je peux tenir sur la question des genres littéraires question qui elle aussi, peut faire l'objet de, je parlerai pas de crispation parce que c'est pas comme ça que je l'ai ressenti, mais je sais qu'effectivement, certains auteurs et autrices ou autres acteurs d'ailleurs, par exemple, peuvent, critiquer la distinction entre romance, et roman. Bon voilà, donc là on va pas je vais pas, entrer dans ces détails-là, à présent, même si je comprends que ça puisse être un débat qui par ailleurs a son importance. Je pas de problème. En tout cas, donc la typologie telle qu'elle était, proposée là, a donné lieu à ces réponses-là. Là encore, le total fait bien plus que 100 parce qu'énormément d'auteurs et autrices, sont actifs ou l'ont été dans plusieurs, genres différents, y compris en, cumulant littérature générale et littérature jeunesse, puisque là encore, même si c'est critiquable, cette distinction était proposée. Elle était proposée et je continue de penser qu'elle était pertinente, parce que, précisément, du point de vue socio-économique, il y a une segmentation assez importante entre les genres littéraires, en particulier entre littérature générale et littérature jeunesse, puis ensuite au sein de chacune de ces grandes catégories. Ce que j'appelle segmentation, c'est l'idée que les parcours professionnels, les rapports aux acteurs, les conditions socio-économiques d'exercice, de promotion des livres, le lectorat, toutes ces choses-là peuvent être très différentes, par exemple entre littérature générale et entre littérature jeunesse, ou bien entre la bande dessinée et la poésie, par exemple. Et donc, pour faire une lecture vraiment intéressante de ce qui peut être dit dans cette étude, c'est intéressant aussi d'aller voir plus précisément ce qui se passe peut-être pas dans chacun des X genres présentés ici, mais en tout cas par grande catégorie, parce que les problèmes ne sont pas nécessairement toujours les mêmes. Du point de vue, donc je vais passer un petit peu plus vite là sur la compréhension des trajectoires professionnelles, même si évidemment je serais ravie d'échanger après plus en détail. Pour vous donner un petit peu plus de précision, donc on a environ 50% des auteurs qui publient à compte d'éditeurs en région Nouvelle-Aquitaine depuis moins de 13 ans. Et puis quand on leur pose la question de savoir s'ils sont auteurs ou autrices professionnelles, là c'est plutôt un nuage de mots issu des entretiens qualitatifs, mais ça éclaire la façon dont ils répondent ensuite aux autres questions. Ce sont beaucoup des questions de revenus et de droits d'auteur qui finalement déterminent si l'auteur ou l'autrice se considère comme professionnel et depuis quand il se considère comme professionnel. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant en socio-économie, hein, de le constater matériellement, que en fait, on peut mettre beaucoup de choses derrière la notion d'être professionnel ou pas, mais ce qui revient le plus souvent, c'est la problématique des revenus. Et ça explique et donc, alors là, oui, pardon, je voulais vous présenter aussi cette, question du rapport aux éditeurs, sur les perspectives de fidélité, aux éditeurs. On pourra peut-être y revenir après. Ce que je voulais vous présenter, c'était cette distinction, donc issue du constat que les revenus sont, un des critères les plus importants pour l'auto-identification, à la profession d'auteur-autrice. Ce constat qu'on a en fait 2 populations, uniquement sur la base de la proportion du revenu issu, de l'activité de l'écrit, de l'auteur, de l'écrit. Donc si je me base uniquement sur l'idée que, on peut avoir plus de 50 de ses revenus ou moins de 50 de ses revenus issus de cette activité-là, pourquoi ce choix de critère? Bah, justement en raison, du nuage de mots que je vous ai présenté juste avant, qui montre l'importance de la question des revenus dans les discours. Si je me base uniquement sur ce critère-là, je vois se dessiner 2 populations très différentes parmi les auteurs et les autrices qui ont répondu. Très différentes, alors évidemment, en termes de masse, la proportion de ceux qui sont dits installés, sans forcément considérer qu'ils ont une situation confortable, mais en tout cas qui retirent plus de la majorité de leurs revenus de leur activité de l'écrit. Cette proportion est plus faible que tous les autres. Et puis ensuite, en termes de métier exercé et bien évidemment de droits d'auteur perçus, donc de situation économique au sens financier, sont très contrastés. C'est pas une erreur, hein, c'est bien 50 euros, c'est bien 50 euros de médiane, ça veut dire qu'il y a plus de 50% des personnes qui peuvent être catégorisées comme non installées au sens de cette typologie, qui ont gagné moins de 50 euros bruts de droits d'auteur
en 2019. Ça ne veut pas dire que tous les auteurs installés gagnent plus que les auteurs non installés. C'est ça qui est un petit peu une précision à garder en tête. Mais en tout cas, ça donne déjà une première idée de ce qui peut ressortir quand on analyse plus en détail les situations socio-économiques. Et je terminerai dans ma dernière minute de parole, par justement la façon dont ça peut se répercuter dans le vécu d'un événement comme celui de la crise sanitaire, qui faisait, comme on vous l'a indiqué, partie des focus importants de ces études. On voit bien que, notamment à l'occasion de cette crise sanitaire, mais en fait c'est vrai pour beaucoup d'autres sujets, le rapport des personnes qui peuvent être catégorisées comme non installées et le rapport des personnes qui peuvent être catégorisées comme installées à différents thèmes n'est pas le même. En particulier ici, donc on voit que tous ceux qui gagnent plus de 50% de leurs revenus à partir de leur activité de l'écrit sont en orange, et puis les autres sont en vert sur ce graphique. On voit que pour tous les sujets qui concernent la question de la fragilisation occasionnée par la crise sanitaire, eh bien, toutes ces personnes-là ont vécu de manière bien plus violente les effets socio-économiques de la crise que les personnes non installées, et ça s'explique tout naturellement, puisque ces personnes, par définition, dépendent moins de l'activité de l'écrit, que ce soit par choix ou pas d'ailleurs. Ça peut tout à fait être parce que ces personnes, pour l'instant, ne perçoivent pas suffisamment de droits d'auteur et vivent des minima sociaux. Donc c'est pas forcément, c'est pas nécessairement un choix, mais en tout cas, le résultat, c'est que le sentiment de filet de protection a été plus important pour un certain nombre de thèmes, pour cette partie des auteurs et des autrices, que pour ceux pour qui ça représente l'activité principale au sens des revenus. Je m'arrêterai là et je serai ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, moi, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur la méthodologie ? Finalement, c'est au cours de l'exposé qu'on apprend que vous avez travaillé sur un échantillon. Donc, comment s'est constitué l'échantillon ? Et puis, concernant aussi les données relatives au type d'écriture, est-ce que vous avez croisé finalement avec des chiffres de vente, par exemple, existants ? Alors, pour ce qui est de la méthodologie, donc l'enquête en ligne, elle a été diffusée de manière très large, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait y répondre. Mais la communication a été faite, dans un premier temps, auprès de tous les auteurs et autrices qui sont déjà répertoriés, notamment par ALCA, ensuite par le relais des associations professionnelles qui ont bien alimenté aussi ce vivier. Et donc ensuite, les personnes ont répondu, très souvent anonymement. Donc, bon, là, du coup, ça peut être des personnes qui ont répondu ce qu'elles veulent. D'ailleurs, anonymement ou pas, on répond toujours ce qu'on veut dans une enquête en ligne. En tout cas, il y a quelques personnes qui ont répondu à cette enquête qui, finalement, à la lecture des résultats, n'étaient pas concernées, des personnes qui n'ont jamais été éditées à compte d'éditeurs, par exemple, qui ont été évincées de l'échantillon final dont je vous rends compte ici. Donc il y a eu des retraitements comme ça qui sont tout à fait classiques dans les enquêtes en socio-économie. Et puis à l'intérieur de ce questionnaire, les personnes pouvaient indiquer si elles étaient d'accord pour être recontactées par la suite. Dans ces cas-là, c'était de manière non anonyme et en donnant leur un moyen de contact pour être recontactées. Et donc, parmi toutes les personnes qui ont accepté d'être recontactées, plusieurs dizaines, de mémoire, une soixantaine de personnes ont été effectivement recontactées, et finalement, une quarantaine d'entretiens ont réellement pu avoir lieu. Voilà comment ça s'est passé. En insistant un peu plus auprès de certaines personnes dont on savait qu'elles représentaient, par exemple, un genre littéraire très peu représenté dans les entretiens. Donc on a essayé d'aller vraiment obtenir certains profils pour la question de la représentativité. Voilà à peu près la méthodologie qui a été suivie. Bonjour, petite question concernant les revenus des auteurs dits installés. Vous avez précisé que ces revenus en termes de droits d'auteur étaient de l'ordre de 17 900 € médian. Oui.
Alors, quand on parle donc des auteurs installés avec des guillemets, est-ce que la question de la pluriactivité là, est prise en compte dans ce revenu médian? En d'autres termes, est-ce que si votre auteur installé est aussi donc auteur et journaliste, auteur et architecte, auteur et quelque chose d'autre, c'est l'ensemble de ces revenus qui est pris en compte ou seulement les revenus? Les droits d'auteur. D'accord. Uniquement les droits d'auteur. Donc, Ah oui, d'accord. mais votre question est pertinente parce que effectivement, si une personne perçoit des droits d'auteur au titre de différentes activités de création, et pas que en tant qu'écrivain, par exemple, oui, ça rentre dedans au titre des droits d'auteur. Alors, je précise que c'est vrai que ce chiffre, il est... on peut vraiment discuter dessus. Je précise que c'est uniquement le montant des droits d'auteur. C'est une médiane, c'est-à-dire que c'est pas une moyenne. Hein, ça veut dire que 50% des auteurs et autrices qui ont répondu gagnent plus que ce montant-là et l'autre moitié moins. Et c'est brut. Ce sont des droits d'auteur bruts pour une année, celle de 2019. On aurait pu le faire pour 2020 et 2021. Et d'ailleurs, c'était pas forcément très très différent. Mais comme c'était des années particulières du point de vue des revenus, on a gardé 2019 juste pour illustrer ce chiffre-là. Mais on peut le trouver sur les autres années. Et donc c'est brut, donc ça veut dire que si on réfléchit en net, évidemment c'est moins. Voilà, ça donne un peu. Ensuite, donc votre autre question c'était est-ce que on prend en compte la pluriactivité? Bon bah du coup, elle n'est pas calculée dans ce chiffre-là. En revanche, bien sûr, elle est à prendre en compte quand on interprète ce chiffre. Voilà. Et excusez-moi, j'ai oublié, vous aviez encore une autre sous-question, mais non. D'accord. Concernant le pourcentage des auteurs, entre guillemets, professionnels, vous avez dit que ça cumulait retraités et actifs. Est-ce qu'on a une idée de la part entre les deux? Alors là, je pense que vous évoquez voilà. En fait, alors ce qui est un peu difficile enfin, la façon dont votre question est pas forcément simple à traiter, c'est que les retraités peuvent être dans les trois couleurs, en fait. Ils peuvent être retraités, écrire et n'exercer aucune autre activité professionnelle. Ils peuvent être retraités d'une activité professionnelle, écrire ou dessiner ou traduire, et en même temps, bien qu'ils soient retraités, je sais pas, de l'enseignement, ils peuvent en même temps avoir ouvert, je sais pas moi, un cabinet de psychothérapie, enfin avoir une autre activité en plus, ou bien ils peuvent aussi être retraités et exercer encore une autre activité. Donc, et ça, c'est justement, je pense que ça fait aussi partie des éclairages qui peuvent être donnés par le contexte économique plus général. Aujourd'hui, c'est courant de ne pas être que dans une seule case. Et les auteurs et autrices en sont un très bon exemple. Donc, je vais quand même répondre à votre question, mais c'est juste pour préciser qu'elle n'est pas si évidente que ça. On a pratiquement un tiers de l'échantillon qui sont des personnes qui sont retraitées, un peu moins, entre un quart et un tiers, qui sont des personnes qui sont retraitées d'une activité. Ça peut être retraité d'une autre activité que le métier d'auteur-autrice, ou ça peut être retraité du métier d'auteur-autrice. Mais d'avoir quand même répondu à l'enquête s'ils ont publié depuis moins de 10 ans. Donc, à peu près, c'est-à-dire une part quand même assez importante, mais qui reflète des situations très, très différentes. Et donc, sur ce quart, entre le quart et le tiers des répondants, eh bien, une majorité d'entre eux sont dans la case verte, mais pas tous. J'espère que c'est plus clair. Moi, j'aurais posé la question autrement. Quels sont les auteurs qui vivent bien ou mal de leur plume, quoi? Parce qu'en fait... Alors, si je veux répondre... Non, si je veux répondre à cette question-là, je prendrais plutôt ces données-là, en fait. Parce que vivre de sa plume, finalement, là encore, ça recouvre des situations très différentes, mais qui finalement ne sont pas liées qu'à la question de la retraite. Et en plus de ça, vivre de sa plume, c'est vrai qu'on a souvent tendance à reprendre cette expression parce qu'elle semble parlante et puis elle véhicule un petit peu je pense, un imaginaire qu'on a tous plus ou moins consciemment. En tout cas, elle est un peu trompeuse, cette expression, parce que quand on dit vivre de sa plume, ça peut être, je prends deux extrêmes, ça peut être
à la fois quelqu'un qui mettons, qui rencontre un grand succès commercial et qui a des revenus très importants en droit d'auteur, le cas auquel on peut penser en premier quand on parle de vivre de sa plume. Je pense en tout cas quand on voit une étude de journaliste sur les auteurs, c'est souvent ça qui est entendu quand on parle de vivre de sa plume. Mais en fait, vivre de sa plume, ça peut aussi être s'accommoder d'un revenu très faible, en prendre son parti et aménager le reste de ses conditions socio-économiques à ces possibilités-là de revenus de droit d'auteur. Par exemple, en décidant de vivre justement dans un milieu rural où le foncier, où le loyer vont être moins chers, bénéficier de minima sociaux et s'installer dans la durée dans les minima sociaux en se disant que ça fait une partie intégrante du modèle économique, ou compter sur les revenus d'un conjoint ou d'un parent, ou compter sur une activité antérieure qu'on a eue et qui a apporté un patrimoine. Donc, il peut y avoir plusieurs manières de s'en accommoder. En tout cas, vivre de sa plume, ça peut aussi être décider, accepter de vivre avec peu de revenus. Et ces personnes-là, qui néanmoins peuvent retirer la majorité de leurs revenus de l'activité d'auteur-autrice, même si c'est très peu, ces personnes-là, on pourra les retrouver dans la colonne de gauche ici. Qu'elles soient retraitées ou pas, qu'elles soient actives par ailleurs ou pas, etc. Voilà, donc c'est une question qui en fait est vraiment difficile à traiter de manière très globale. Excusez-moi, pour continuer sur cette question-là. Je vois pas qui parle. Ici. Ah, merci. Est-ce que vous avez pu établir une pyramide des âges? Alors, je l'ai pas représentée. Non, je l'ai pas. Enfin, oui, effectivement, je me suis dit que ça aurait été intéressant à présenter en visuel. Je l'ai pas représenté. Néanmoins, on a une population qui est relativement jeune. Dans le sens où l'âge moyen est autour de une quarantaine d'années. Et il n'est pas très différent entre les installés et les non installés. Voilà. Donc, c'est pas nécessairement. Voilà, on pourrait pas se dire. Tous les auteurs les plus chevronnés sont à gauche et puis tous les jeunes sont à droite. C'est pas du tout ça. Nous allons prendre une dernière question assez rapide et ensuite vous pourrez reprendre ces discussions pendant l'atelier autour des auteurs et des autrices. Merci, bonjour. Moi, c'est aussi une question sur les droits d'auteur et qu'est-ce que vous mettez derrière, parce que selon la typologie, on voit bien que c'est très différencié, selon que vous soyez écrivain, BD, essayiste, etc. Pour les auteurs, les conditions de professionnalisation ne sont pas tout à fait les mêmes, parce que si les droits d'auteur, c'est uniquement les revenus tirés de la vente des livres, bon, c'est important, sauf qu'on sait que pour des auteurs aujourd'hui, une des conditions de professionnalisation, c'est aussi la possibilité d'accéder à des résidences d'écriture, d'être invité dans des médiathèques, d'avoir plein d'activités finalement qui finissent à être plus ou rémunératrices que la simple vente des livres. Donc on voit bien que les conditions de professionnalisation dans ces cas-là ne sont pas les mêmes, parce que l'offre n'est pas la même pour les auteurs BD, les photographes, les traducteurs, etc. Donc effectivement, c'est un élément qui me semble important dans la professionnalisation. Et du point de vue des manifestations littéraires, on comprend aussi pourquoi il y a une très forte revendication, quand on voit les disparités que vous rappelez, très forte revendication entre des illustrateurs, illustratrices BD, des auteurs jeunesse, qui demandent à ce que, par exemple, des dédicaces soient rémunérées, ce qui n'est pas le cas nécessairement pour des auteurs, mais parce qu'effectivement, les conditions d'accès à d'autres ressources financières qui leur permettraient de vivre ou un peu mieux vivre ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, voilà, vous avez très bien répondu à la question. Je vais quand même juste préciser deux petites choses. Ce que vous venez de dire, on le voit en fait se dessiner du point de vue des données, dans le fait que justement les métiers les plus représentés ne sont pas les mêmes d'une colonne à l'autre. Et comme vous venez de le dire, hein, les scénaristes BD, illustrateurs et illustratrices, dessinateurs et dessinatrices sont plus représentés parmi ceux qui peuvent vivre un peu plus de leurs droits d'auteur que les autres.
Donc, vous l'avez très, très bien décrit. Et juste pour répondre d'un point de vue vraiment terminologique, dans le questionnaire en ligne, la question des droits d'auteur était posée en précisant bien qu'on prenait en compte tous les droits d'auteur et en renvoyant bien à la définition de l'ensemble des revenus qui pouvaient être intégrés dans cette catégorie-là, évidemment avec un fort enjeu sur les rencontres et manifestations littéraires. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous.